Réaliser l'animation que vous avez sous les yeux avec Blender, ce n'est pas compliqué, mais il faut avoir les bases de l'animation, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une keyframe? Qu'est-ce qu'une timeline? Qu'est-ce qu'un framerate? Comment on rajoute des modifiers d'animation? Comment on ouvre le Graph Editor pour modifier les courbes d'animation? Plein de notions que l'on n'a jamais vues dans la formation. Deux petits warnings. Je ne suis pas animateur, donc c'est un métier très complexe, très spécifique. C'est pour ça qu'on va certainement s'arrêter aux bases dans cette formation. Et également, ça s'adresse aux personnes qui n'ont jamais fait d'animation de leur vie ou qui souhaitent transiter sur Blender. Quelqu'un qui sait déjà faire de l'animation, ça va être un petit peu frustrant de revoir les bases avec les keyframes, etc. Donc là, je considère que vous ne savez pas ce que c'est une animation en 3D, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc l'animation ressemble à ça. Elle peut être assez intéressante quand vous le regardez en frame par frame parce que vous voyez qu'on a une sorte, ce qu'on appelle le stretch and squash, donc un écrasement ou un étirement qui va venir accentuer un mouvement. Là, vous voyez l'inertie, hop là, de l'objet va l'étirer. Quand il va arriver au sol, il va s'écraser un tout petit peu, puis il va rebondir jusqu'à retrouver sa forme initiale de manière statique. Ce qui donne en vitesse réelle ceci. Donc on va faire tout ça ensemble, pas à pas, de A à Z. On va d'abord voir les bases vraiment de l'animation, comment ça fonctionne, et on va y aller crescendo comme d'habitude. Donc je vais afficher le screencast qui c'est parfait, vous allez avoir les raccourcis clavier juste en bas à droite comme d'habitude. Je vais supprimer la caméra et la light, on n'en a pas besoin. Et déjà, les bases de l'animation avec ce cube. Donc tout va se passer avec ce que vous avez en bas, tac, qui est ce qu'on appelle une timeline. Une timeline, c'est quoi? C'est la représentation temporelle dans un logiciel, qu'il soit 3D ou non. Ceux qui ont fait du montage vidéo, After Effects, Premiere, DaVinci Resolve, Sony Vegas Pro à l'époque, c'était exactement le même principe. Si j'appuie sur espace, ça lance la lecture de mon animation 3D. Donc vous voyez que j'ai bien une sorte de curseur qui avance petit à petit. Donc ça, c'est une lecture de ma vue 3D de mon animation. Donc là, Blender, il interprète une animation. Vu qu'on n'a pas donné d'informations d'animation, il n'y a rien qui bouge dans ma timeline, tout est statique, mais il fait bien une interprétation. Alors comment je fais pour créer votre première animation tout simplement? On va utiliser ce qu'on appelle des keyframes. Une keyframe, c'est quoi? Une keyframe, c'est un verrouillage à un moment T d'une information. Verrouillage à un moment T d'une information. Il y a plusieurs choses à retenir dans cette phrase. Verrouillage à un moment T. Quand on parle de moment T en 3D ou dans un logiciel de montage, dans une timeline, on parle en frame. C'est pas en secondes. Alors on pourrait, hein, mais par défaut, c'est pas la philosophie amenée par le logiciel. On parle en image. Et une image, c'est une frame. Donc imaginons que je veuille verrouiller certaines informations de mon cube à la frame 1. Ça tombe bien, c'est là où je suis sur ma timeline, sinon je peux me déplacer facilement. Je vais appuyer sur K, et K c'est la touche magique. K, Blender me dit ok, tu veux insérer une keyframe, mais sur quel paramètre de ton objet? Et là il y en a beaucoup, il y en a énormément. Imaginons que là dans un premier temps, je veuille juste déplacer mon cube, le faire grandir et faire une rotation dessus. Je vais verrouiller Location, Rotation and Scale. Ça, ce sont les trois propriétés principales qui représentent la transformation d'un objet en 3 dimensions. Souvent, c'est raccourci par LRS. C'est très important, vous allez le voir très souvent. Je clique dessus. Et là, il s'est passé plein de choses à l'écran. Première chose, en haut à gauche, mon cube est devenu jaune en termes de nomenclature. Ok, le jaune, vous allez voir que c'est un code spécifique très particulier dans Blender quand on fait de l'animation. Ça indique que certaines propriétés ont été verrouillées à la keyframe courante. Quand je dis keyframe courante, ça veut dire quoi? Si j'avance d'une frame avec flèche vers la droite, hop, j'ai plus mon jaune en haut à gauche. Mais là, j'ai du vert. Alors ça veut dire quoi? Déjà, si je reviens sur la frame 1, on voit que j'ai certaines propriétés, Location, Rotation, Scale, c'est exactement ce qu'on a verrouillé avec la touche K, qui sont en jaune, ce qui signifie que sur ma frame courante, à savoir la frame 1, j'ai une location de 0 qui est verrouillée, une rotation de 0 qui est verrouillée, un scale de 1 qui est verrouillé. On le retrouve également sur la partie de droite. Et si je zoome un petit peu sur ma timeline, vous remarquez que là, j'ai également un losange qui a été créé. Ça, c'est la représentation assez universelle d'une keyframe dans ma timeline. Donc là, ça veut dire que j'ai les propriétés, l'emplacement de cet objet, la transformation à la frame 0 qui sont ici. Si je vais par exemple à la frame 30, je vais déplacer mon cube, je vais faire une rotation, comme ceci, et je vais faire un changement d'échelle. Et là, il s'est passé plein de choses à nouveau en haut à droite. J'ai des valeurs qui sont en vert. En vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces propriétés, Y et Z, elles sont quelque part keyframées. Je ne sais pas si le terme existe, mais il y a une keyframe sur ces propriétés quelque part. Mais là, je ne les ai pas bougées. Effectivement, j'ai bougé que le X, le Y et le Z restent inchangés par rapport à ma keyframe précédente. Par contre, j'ai changé le X, du coup il me dit
Ok, il y a un changement, du coup il est orange. J'ai changé la rotation, j'ai changé le scale. Ça veut dire quoi l'orange? Ça veut dire que là, si je bouge à nouveau ma timeline, vu que je n'ai pas indiqué à Blender de verrouiller à nouveau ces propriétés-là, elle va être perdue. Je vous le fais, je déplace, tac. Vous voyez, Blender, il m'a reset les transformations. Il est revenu sur ma keyframe initiale. C'est normal, vu que je ne lui ai pas dit de verrouiller les propriétés, il les a effacées. Donc c'est du temporaire. Il y a des options pour changer ça, on le verra après. Donc je déplace mon cube, je fais une rotation, je fais un changement d'échelle, et cette fois-ci, pardon, je me plante pas, j'appuie sur K, Location Rotation Scale, tac. Et ce qui était précédemment en orange ou en vert est passé en jaune, ce qui indique bien que j'ai une keyframe ici. Et là, si je déplace sur ma timeline, j'ai tout en vert. Comme je disais juste avant, ça veut dire que ces propriétés, quelque part dans mon temps de frame, ils ont eu une keyframe quelque part, mais là, c'est pas le cas. Donc, comment Blender, à votre avis, va interpréter ce passage de cette pose-là à cette pose-là? Donc, de cette transformation à cette transformation. Est-ce qu'il va faire quelque chose d'un claquement de doigts, tac, qui snap? Non. Il va faire ce qu'on appelle une interpolation. Une interpolation, ça veut dire que Blender va essayer de passer de cette pose-là, donc on va appeler A, à la pose B, de manière dynamique. Ça, il interprète tout seul. Donc si j'appuie sur espace, voilà ce qui se passe. Tac, vous voyez, j'ai bien un passage de la pose A à la pose B, qui se fait avec un petit amortissement, vous voyez, on a quelque chose qui se fait un petit peu de manière graduelle. Donc tout ceci, c'est un type d'interpolation qu'on verra juste après. 2-3 choses tant qu'on est sur ça. Si je veux activer un mode qui permet de dire à Blender que quelle que soit la modification, elle soit enregistrée, framée par défaut, on a une option qui est juste là et qui s'appelle l'autokeying. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très courant dans tous les logiciels de 3D, que vous animiez sur Maya, sur 3ds Max, sur Houdini ou autre. On a un équivalent systématique. Si j'appuie sur ça, que je me déplace sur ma timeline, je vais à la 42. Je redéplace mon objet, je le mets par exemple ici, je fais une rotation et je fais un scale. Par défaut, vous voyez que Blender, il m'a mis du jaune et il m'a mis une keyframe. Ce qui signifie que là, j'ai pas besoin d'appuyer sur K parce qu'il va le faire tout seul. Je le refais juste ici, je le déplace, je fais une rotation, un scale, j'appuie pas sur K. Et là, si je fais espace, il m'a bien mis des keyframes et j'ai bien mon cube dans l'espace qui est animé. Donc ça, c'est parfait. On a également une touche qui historiquement était celle pour insérer des keyframes dans Blender. Donc je vais désactiver l'autokey comme ça, vous allez bien voir que c'est pas ça qu'il fait. C'est la touche I. Alors la touche I, elle est beaucoup plus brute. Vous voyez, si je déplace ici, je fais un changement d'échelle. Si j'appuie sur I, automatiquement, il va mettre une keyframe sur toutes les propriétés, toutes les transformations de mon objet. Ce qui signifie que visuellement, c'est exactement la même chose, mais j'ai pas la main des propriétés précises qui vont être keyframées. Alors que quand j'appuie sur K, je pourrais très bien lui dire ok, j'ai fait un changement dans ma vue de scale, par contre on n'enregistre que la location. Si j'appuie sur I, il se prend pas la tête, il verrouille tout. Donc voilà ce que ça donne. On a cette magnifique animation. Alors tout ce qui est interpolation, courbe et tout, on le verra après sur l'exemple pratique avec la tête de singe. D'ailleurs, on va passer directement à ça. Petite notion tant qu'on y est. Souvent, il y a quelque chose qui est un petit peu... Je vais supprimer ces keyframes, je peux les sélectionner ici avec clic droit, delete keyframe, pardon. Il y a quelque chose qui prête un petit peu à confusion les gens. Je vais prendre cette keyframe, je vais la mettre à 60, juste ici. Si j'appuie sur espace, vous voyez qu'en haut à gauche, Blender, il est à 24 fps. Alors déjà, si je veux faire boucler de 0 à 60, comment je fais? Parce que là, on a ce qu'on appelle une range qui va de 1 à 250. Moi, j'aimerais bien le changer. J'aimerais que ça fasse du 0, allez non, du 1 à 60. Pour avoir 60 frames pile et pas 61. Donc je vais aller juste ici dans les outputs, j'ai le frame range et je vais faire 1 à 60. Et là, si j'appuie sur espace, vous allez voir que ça va boucler en permanence. Donc Blender, je vais lui brider la frame de départ, la frame de fin. Donc ça, c'est parfait. Ici, j'ai ce qu'on appelle un framerate. Donc le framerate, si je le passe par exemple à 12, vous allez voir que j'ai ma même animation, j'ai mon temps de lecture qui a priori est censé être similaire, pourtant c'est pas le cas. Là, mon animation va durer plus longtemps. Elle va durer plus longtemps, mais j'ai pas augmenté pour autant le range. Et si je passe à 120, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle est beaucoup plus rapide. Donc elle est beaucoup plus courte. Ça, c'est une notion qui est ultra importante. C'est qu'en fonction de votre framerate, de vos FPS ou de vos IPS, frame per second ou image par seconde, vous allez avoir une durée d'animation qui est différente. Imaginons que j'ai une animation qui dure 120 frames.
ok? Si vous êtes en termes de FPS à 30, ou si vous êtes à 60, ou si vous êtes à 120, ça va avoir un impact très important sur la durée. Pourquoi? Parce que là, Blender, il va se dire, ok, je dis Blender, mais ça, c'est général à toute l'animation 3D, ou même 2D d'ailleurs. Il va se dire, j'ai 120 images à afficher. Mais quelle est la fréquence d'affichage? C'est 30? Ok. Donc ça veut dire que ça va durer 4 secondes. Pourquoi? 120 divisé par 30 égale 4. Ou 4 fois, pendant 4 secondes, si j'affiche 30 images par seconde, ça fait bien 120. Si je suis à 60, 2 secondes. Même opération mathématique. Si je dois envoyer 120 images en 2 secondes, il faut que j'en envoie 60 par seconde. Donc ça dépend dans quel sens vous le voyez. Il faut imaginer ça un petit peu comme une bobine de pellicule qui défile. C'est la vitesse de défilement en fait. Et là, si je suis à 120 images par seconde et que j'ai 120 images, vous l'aurez compris, c'est 1 seconde. Donc c'est un petit peu contre-intuitif de se dire, avec le même nombre de frames en bas, ça va pas bouger, avec le même nombre de frames, je peux avoir une durée d'animation qui va varier. Donc c'est très important, la plupart du temps, sauf cas très spécifique, de vous mettre sur un framerate ici qui va correspondre à ce que vous voulez en sortie. 24 images, c'est ce qu'on a la plupart du temps au cinéma, à la télé ou autre. Ça peut être du 60 si c'est pour des réseaux sociaux ou des trucs comme ça. 120, 240, c'est vraiment si vous voulez faire des choses qui ensuite vont être retimées avec des slow motion ou autre, ou des cas bien spécifiques. Donc je vais faire un petit aparté sur ça parce que c'est quand même très important de le comprendre. Donc je vais supprimer, je vais même faire mieux, je vais faire File, New, General, tac. Et on va faire la petite animation que je vous ai montrée au début. Donc je vais rajouter avec Shift A mon mesh monkey. Je veux le mettre par exemple par défaut à peu près sur le sol, comme ceci. Tac. Je vais faire un petit CTRL 3, clic droit, Shift Smooth, comme ça j'ai une version subdivisée de mon asset. Donc une fois que j'ai ça, je vais pareil mettre ma timeline, hop là, comme ceci. J'aimerais bien lui rajouter une petite information. Je vais aller ici dans les modifiers, Add Modifier, et je vais mettre ce qu'on appelle un Simple Deform, comme ceci. Et là, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, mais qui est ultra intéressant. Pour le moment, on n'a changé que des propriétés de transformation dans ma vue 3D de mon objet. Mais sachez que dans Blender, tous les éléments qui sont éditables, donc notamment les choses numériques, comme ceci, le 3-2, comme ici, l'angle 45, tout ça, je peux mettre des keyframes dessus pour l'animer. Deux manières de le faire. Soit je survole avec ma souris et j'appuie sur I, et là vous voyez qu'il m'a bien mis une keyframe, soit, je fais un CTRL Z pour l'annuler, soit je clique ici sur la petite pastille à droite. Si j'appuie, Animate Properties, hop là, il m'a bien mis une keyframe. Donc comment savoir si une propriété est animable dans Blender? Si vous avez une petite pastille sur le côté, c'est que c'est animable. Et ça marche pour les modifiers, ça marche pour tout ce qui est propre à l'animation, ça marche pour les systèmes de particules, ça marche pour les shaders. Donc je pourrais très bien faire une animation de couleur par exemple directement sur un objet grâce au keyframe en verrouillant des propriétés. Donc c'est ça qui est un petit peu magique. Donc là j'avance, par exemple je vais à la frame 72, je fais un changement juste ici qui ressemble à ça, j'appuie sur I, et là regardez, si je lis mon animation, j'ai bien ma propriété qui va être animée toujours avec une interpolation. Donc ça c'est parfait. Et ça je vais m'en servir. Je vais m'en servir pourquoi? Je vais supprimer, hop là, ces keyframes. Je vais m'en servir parce que moi, je vais utiliser le Simple Deform, je vais utiliser le Stretch, et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fameux Stretch and Squash. Donc ça permet de faire quelque chose, vous voyez, qui va écraser ou étirer mon objet. Alors, on a les trois axes, hein. On a X, Y et Z. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment ici sur le Z. Je veux quelque chose qui fasse boing, qui rebondisse un petit peu. Comment je fais ce fameux effet rebondi? On pourrait le faire manuellement. Un peu chiant, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse ça, j'appuie sur I, j'avance un petit peu, je l'étire, j'appuie sur I, je fais ça, j'appuie sur I. Et en survolant, c'est mieux, tac. Et ça permettrait, vous voyez, d'avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Mais on va pas s'embêter à le faire manuellement. Ce serait trop long, ce serait trop laborieux. Donc, je vais me déplacer un petit peu, à la frame par exemple, on va dire, allez, 36, et je vais appuyer sur I, juste ici. Pourquoi? Parce que je veux qu'à la fin de mon animation, mon élément ne soit plus déformé. Donc en gros, là, je viens de définir l'état final de déformation. Je vais maintenant définir l'état initial. À la frame 0, je veux quelque chose qui ressemble par exemple à ça. Et là, je vais appuyer également sur I. Et là, si je fais espace, j'ai un truc tout bête.
qui marche pas forcément des masses, qui ressemble à ceci. Alors l'avantage, c'est que là, je peux changer d'axe si jamais je me suis trompé, pour voir ce que ça donne sur X ou ce que ça donne sur Y. Et ça va pas me changer mes keyframes. Mes keyframes, elles sont vraiment verrouillées sur cette partie-là. J'ai pas mis de keyframe sur l'axe, donc c'est uniquement ça qui va changer. Ça vous permet de tester plusieurs choses. Maintenant, j'aimerais bien que Blender, par défaut, il me calcule une sorte d'animation élastique, de bounce, de rebond sur mes keyframes là. Comment je fais? Deuxième partie importante. Je vous disais que Blender faisait ce qu'on appelle une interpolation. L'interpolation, je peux l'afficher facilement en allant dans le Graph Editor, juste ici. Alors là, c'est un petit peu complexe, mais globalement, il faut imaginer que c'est un petit peu comme une fonction mathématique, avec un hauteur, l'intensité de ma keyframe, donc c'est la propriété qui est ici, et en largeur, à nouveau, ma frame. Donc là, normalement, vous n'êtes pas perdu. C'est un petit peu une version améliorée de ma timeline. Donc si je zoome un tout petit peu, vous voyez que j'ai bien une clé qui est présente ici, qui verrouille ma propriété à moins 0,828. Alors je peux retourner à la frame 0. Imaginons que je mette moins 1 pour avoir une valeur brute, et que j'appuie sur I. Vous voyez que j'ai bien ma courbe qui part de moins 1 et qui va a priori jusqu'à 0. Donc je peux aller ici, et vous voyez, j'ai bien du 0. Et donc là, c'est vraiment des courbes de Bézier, donc je pourrais éditer quelque chose comme je le souhaite. Donc par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Et là, si j'appuie sur espace, vous voyez que mon animation du coup change, parce que ma valeur, au lieu de faire une interprétation comme ceci écrasée, il va d'abord aller vers le bas, puis vers le haut, puis vers le bas. Donc en gros, si je mets mon curseur juste ici, je vais aller en dessous les 1, on le voit bien visuellement et on le voit ici, et là je vais aller en dessus du 0. On n'est pas trop avancé avec ça. On n'est pas trop avancé, mais ça vous permet de voir un petit peu comment Blender réagit à ce type d'interprétation. Moi, je vais dire à Blender tout simplement de changer l'interprétation, l'interpolation des keyframes. Donc je vais tout sélectionner avec A, je vais appuyer sur T, et là j'en ai plein. Si je passe en linéaire par exemple, regardez la courbe. Par défaut, elle a un amorti au début et à la fin. Si je passe en linéaire, on n'a plus d'amorti. Donc là, le changement, il se fait de manière linéaire comme le nom l'indique. Et du coup, ce qui va m'intéresser si j'appuie sur T, c'est ces parties-là. Si je me mets par exemple en mode bounce, regardez ce qui se passe. Pas mal. On commence à avoir quelque chose qui est assez intéressant. Si je me mets en mode élastique, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est mieux. Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux en fait. Ça c'est parfait. C'est vraiment l'opération que j'avais dans mon animation du départ. Ça c'est littéralement un type d'interpolation bien spécifique. Je peux le retrouver en cliquant ici sur l'élément qui a été déformé. On voit bien qu'on a le factor du simple deform qui est animé. C'est la propriété qu'on a là, le factor du simple deform. Si je modifie ça, que j'appelle test, en temps réel, vous voyez que ça se modifie. C'est pour ça que philosophiquement, quand j'insistais dans les vidéos pour bien nommer les différents éléments, vous remarquez pourquoi c'est important. Parce que tout va être animé par rapport à ça. Enfin, remonté par rapport à ça. Donc je vais l'appeler bounce. Parfait. Factor, j'ai pas la main dessus, c'est une propriété physique à Blender. Donc c'est pas mal, mais moi j'aimerais bien que mon bounce, donc mon stretch and squash, se fasse pas par rapport à cette origine-là de l'objet. J'aimerais qu'il se fasse par rapport à un objet. Donc je vais faire un Shift A, Empty, Plane Axis. Je vais retourner ici dans mon modifieur, et l'origine, je vais la mettre sur mon Empty. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parfait. J'ai bien quelque chose qui écrase mon objet en partant de son origine, à savoir en bas. Alors, vous voyez, si jamais on a quelque chose qui ressemble à ça, bah, c'est peut-être que mon élastique est trop important. Comment je peux modifier ça? Si je sélectionne ici les propriétés qui ajustées, là j'ai plein de paramétrages sur ma keyframe. Donc je suis bien en mode élastique, c'est parfait. J'ai même le easing de l'élastique. Alors est-ce que je veux quelque chose qui, par défaut, soit un amorti au début ou uniquement à la fin, ou au début et à la fin? Donc moi je me mets en automatique, comme ça j'ai quelque chose qui est à la fois amorti au début et à la fin, et j'ai bien quelque chose qui va tendre vers la position initiale. On le voit très bien en zoomant juste ici. Et j'ai différentes propriétés. J'ai l'amplitude, donc je pourrais, hop là, juste ici, si je me mets sur ma keyframe, alors je veux pas la keyframe du début, par contre je vais prendre la keyframe de fin, pardon, je vais prendre la keyframe de début parce que c'est elle qui va éditer ces propriétés-là. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que le easing tout à l'heure changeait pas. Vous voyez, si je change le easing, ça vient inverser éventuellement mon animation. Ça, je le veux pas. Le ease out, c'est un petit peu ce que j'avais, donc c'est parfait. Et le ease in and out, là, ça va me faire une sorte d'opération inverse que j'ai pas envie d'avoir. Donc je vais me mettre en automatique. Et là, ces propriétés, c'est exactement comme une sorte de modifier. Alors les modifiers, on le verra dans une autre vidéo, c'est vraiment quelque chose qui existe également en animation, et ça se rapproche des modifiers que vous connaissez. Mais je peux changer par exemple l'amplitude, et là, par exemple, je peux avoir quelque chose qui soit extrêmement exagéré.
Je peux changer, donc je vais revenir avec CTRL Z sur les valeurs de base. Je peux changer la période. Donc si j'augmente la période, je vais avoir beaucoup moins de rebonds. Pourquoi pas? Si je baisse la période, je vais avoir, par opposition, beaucoup plus. Vous voyez, de rebonds. Ils sont tellement rapides qu'on les voit même pas. Donc je vais devoir l'augmenter un tout petit peu. Oui, mais là, je pense qu'on est pas mal. 0,84. On a le keyframe, donc ça c'est le début de mon animation. Donc je peux le retarder si je le souhaite. Et on a également la value, donc ça c'est pour savoir ma value de base où je veux la mettre. Donc on était à -1, on était pas mal. Donc imaginons que ça ce soit bien, que nous sommes satisfaits de ça. J'aimerais bien faire une animation de chute juste avant. L'animation de chute, si je le fais sur mon monkey, quand je vais le mettre vers le haut, vu que son point de calcul du stretch et mon empty qui n'a pas suivi, ça va pas marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma tête de singe, ensuite avec Shift, je vais sélectionner l'empty, je vais faire un CTRL P, set parent keep transform. Donc maintenant, si je déplace mon empty, ma tête de singe va bien suivre et le point de pivot de mon calcul de modifieur va fonctionner aussi. Donc je vais me mettre par exemple ici, je vais aller à la frame 0, je vais appuyer sur I, et je veux qu'à la frame 8 par exemple, je sois au sol. Donc juste ici, je vais appuyer sur I. Et là voilà ce qui se passe. Blender, il me fait bien une sorte de chute. Alors, je suis pas trop convaincu. Pourquoi? Parce que l'interprétation déjà de la chute, elle n'est pas assez rapide et elle me va pas. Donc je pourrais masquer plusieurs informations ou trouver celle qui m'intéresse. Donc moi je vais masquer tout ceci. Hop là, je veux uniquement modifier le Z location. Pour avoir une chute beaucoup plus brute, il ne faut pas que j'ai un amorti au début et à la fin. Donc comment je fais pour changer ça? Je vais prendre cette poignée, je vais l'étirer avec S. Vous voyez que déjà là, on va vraiment avoir une valeur qui fait tac, qui tombe d'un coup de manière brute. Et ici, pareil, je veux pas d'amorti quand il tombe. Donc je vais prendre cette valeur-là et je vais faire une rotation à 90. Et là, la courbe représente bien une chute un petit peu plus sèche. Bam! Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a un truc qui me va pas. Elle est pas assez rapide. Donc je prends cette clé-là, je la décale un tout petit peu. Et voilà ce qui se passe. En fait, j'ai l'impression qu'on est pas mal, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. On va décaler un tout petit peu, je pense, le début de mon bounce sur ceci. Parce qu'en fait, il commence avant même que ça chute, ça me va pas. Donc je vais prendre la clé et je vais décaler. Alors je peux faire de deux manières. Soit je décale ici avec G, ça va décaler toute l'animation. Soit je décale ici, et là c'est l'interprétation, une interpolation de la keyframe qui est décalée. Bon, résultat, c'est le même. Donc je vais décaler par exemple ici, et là, tac, voilà ce qui se passe. Et on a bien quelque chose qui est assez intéressant. Alors, on peut tester même différents axes. Si je me mets en mode X, vous voyez qu'on a quelque chose qui marche mieux, je trouve. Donc depuis le début, on était en Z parce qu'on voulait peut-être éditer uniquement le Z de mon objet, mais le fait de passer en X, ça a l'air de mieux fonctionner, donc c'est parfait. Et donc on a bien notre animation de chute. Si on n'est pas satisfait, si on veut changer un petit peu différentes choses, ou si on veut vraiment que le bounce se fasse qu'au moment de l'impact, je pourrais très bien prendre cette clé-là et le mettre ici, et j'obtiendrai quelque chose qui ressemble à ça. Ça peut se faire aussi. Si jamais vous trouvez ça mieux, vous êtes sûr que le rebond réagit correctement. Alors on va dire que même on veut partir sur ça. Comme ça, tac, on a quelque chose qui est pas mal. Imaginons, je veux faire boucler mon animation. Donc comme on a vu tout à l'heure, de 0 à 40 par exemple, je peux retourner ici dans les propriétés, je me mets de 0 à 40, et là si je fais play, j'ai bien mon animation qui va passer en boucle. Et là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, sans modifier la keyframe, si je le souhaite, je peux passer avec un framerate à 60, et là ce sera beaucoup plus rapide. Je peux passer sur un framerate au contraire à 12, et là ce sera beaucoup plus lent. Donc vous allez potentiellement voir un petit peu tous les défauts de l'animation. Donc là, on va dire que c'est pas mal. On a la chute qui arrive, et notre élément qui bounce. Donc on a vu les bases de l'animation, les choses à retenir, comment rajouter des keyframes, comment verrouiller certaines propriétés. Donc là, on l'a surtout fait sur les transforms et sur un modifieur. Et comment modifier éventuellement la vitesse d'affichage, comment manipuler les keyframes, comment manipuler également dans le Graph Editor, sachant que là, je ne vous ai pas tout montré, mais avec G, je peux décaler toutes mes keyframes et je peux voir en temps réel ce que ça donne. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je pourrais me mettre ici, augmenter un petit peu la modification. Donc si je veux au moment de l'impact, non pas avoir une forme qui monte vers le haut, mais une forme qui monte vers le bas en termes d'écrasement. Je pourrais très bien avoir quelque chose
qui ressemble à ça. Alors moi, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux, hein. Mais tout ça pour vous dire qu'en temps réel, vous pouvez afficher toutes les modifications de vos keyframes et de votre interpolation directement dans Blender. Alors ça, j'ai conscience que c'est un petit peu complexe à comprendre. Il faut vraiment voir ça comme une fonction mathématique de dimension. Y égale f de x, c'est littéralement ça. Y étant l'intensité de votre valeur et x étant la frame, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors quand on va avoir des choses en surcouche et tout, ça peut être un petit peu compliqué. Quand on va voir, la prochaine fois, on verra par exemple du modifier qui vient rajouter, vous voyez, par-dessus. Alors on a du replace, on peut se mettre en add, on peut faire plein de choses, qui va venir rajouter par-dessus des petites modifications. Ça, c'est ce qu'on va utiliser notamment quand on fait une animation un petit peu plus procédurale et générique. Ça peut être intéressant, il faut que je trouve un cas un petit peu pratique pour vous montrer ça. Mais voilà, là, ça peut devenir complexe à lire, mais en manipulant, vous allez voir que petit à petit, vous allez y arriver. J'ai aucun doute sur ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, cette scène, si jamais ça vous intéresse, je vais l'enregistrer. Elle sera présente sur Tipeee pour ceux qui soutiennent la chaîne. Base Anime. Tipeee. Hop. J'en profite également pour remercier les donations vraiment très généreuses de Patrice, Romain et BLXC. Merci beaucoup, ils se reconnaîtront. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et de ce pas, je vais afficher le nom de toutes les personnes qui suivent et soutiennent la chaîne sur Tipeee. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. C'était vraiment les bases de chez Base de l'animation. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.